Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau podcast de Prisme. Je suis Tess Tubener, étudiante en communication politique. Je suis avec Pauline Février, étudiante en journalisme, et Laurane Massard, étudiante en linguistique. On va interviewer aujourd'hui Amaury Beaugendre, doctorant en agroécologie et bio-ingénieur. Dans ce podcast, on va vous parler des enjeux de l'agriculture intensive, mais également des systèmes d'agriculture alternatifs, des pistes pour l'avenir et des solutions concrètes pour agir en tant qu'étudiant ou étudiante. Alors, je vais commencer avec le volet agriculture intensive. Alors, la première question, quels sont les problèmes actuels posés par l'agriculture intensive conventionnelle ? Bon, c'est une vaste question, évidemment, parce qu'il y a des problèmes à la fois sur les plans environnementaux, sociaux et économiques. Donc, peut-être ici, je vais plutôt me focaliser sur le côté plus environnement, santé, ce genre de choses, qui sont plus de mon domaine d'expertise. Donc en fait, les grands problèmes, c'est un problème de durabilité, de pérennité dans le temps. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent sont au courant des problèmes de crise de la biodiversité, et donc problème qui est aggravé entre autres par l'homogénéisation des paysages, par des parcelles de culture de plus en plus grandes, avec moins de haies, d'hétérogénéité dans les paysages, l'usage de pesticides, et voilà, sans doute encore d'autres choses dont on pourrait dire plus en détail. Donc il y a ces problèmes-là de crise de la biodiversité, il y a les problèmes de réchauffement climatique, donc c'est-à-dire production de gaz à effet de serre, tout ce genre de choses, et en fait ces problèmes-là, ils mettent en danger la biodiversité, la planète dans plein d'aspects différents, mais ils mettent en danger l'agriculture elle-même finalement. Ils mettent en danger sa capacité à pouvoir continuer à se poursuivre sur la longue durée. Si je développe un petit peu plus, donc par là on entend, donc par exemple un des problèmes c'est la fertilité des sols. Donc ici, une des choses qui se passe avec l'agriculture intensive, c'est que, notamment à force d'utiliser des engrais de synthèse, on met en danger, des engrais de synthèse et des pesticides finalement, on met en danger la capacité des sols à reproduire eux-mêmes leur fertilité. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais essayer d'expliquer un petit peu, de faire un mini cours d'écologie et de pédologie. En fait, dans la nature, les sols, c'est le substrat qui fournit aux plantes les nutriments et aussi l'eau dont elles ont besoin pour pousser. Donc, ces nutriments, ils viennent en petite partie de la dégradation de la roche-mère, mais en fait, en grande partie, c'est tout simplement quand une plante meurt, ou qu'un organe de plante meurt, ou un animal meurt, ou fait ses déjections par terre, cette matière organique, donc ce cadavre ou ces crottes ou quoi que ce soit, sont décomposées par des petits animaux, puis ensuite des vers de terre, des petits arthropodes, et puis des microbes, des champignons, etc. Ce qui permet de relibérer en fait les nutriments qui étaient contenus dans ce cadavre, etc. et de les rendre disponibles à la génération suivante de plantes qui va pousser là-dessus. Dans les agroécosystèmes, donc en gros dans les parcelles de culture, ce qu'on fait, c'est que on coupe, on récolte ce qu'on fait pousser, et donc on le sort du champ. Et donc on n'a pas cette restitution permanente de la matière organique et donc des nutriments au sol. Donc ce qu'on fait pour pallier à ça, c'est classiquement, ce qu'on a fait pendant des millénaires, c'est soit pendant certaines périodes, on met en jachère, donc on laisse pendant un certain temps les plantes repousser, la nature un peu reprendre ses droits sur la parcelle, réaccumuler des nutriments et les restituer petit à petit au sol. Après, ce qu'on a fait plus largement, c'est épandre du fumier ou du lisier, donc c'est-à-dire des résidus de culture par exemple, ou de l'herbe qui venait d'ailleurs,
mangés par des vaches ou par d'autres animaux, et on met tout ça sur nos parcelles pour voilà, refaire un apport en nutriments. Avec l'agriculture intensive, ce qu'on fait, c'est que plutôt on va se baser sur l'utilisation d'intrants de synthèse, donc d'engrais de synthèse, donc qui sont comment dire, soit minés, donc quand c'est du phosphate, c'est extrait de mines de phosphate, soit, enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails pratiques, mais en gros, voilà, c'est des produits chimiques qui viennent pas, qui sont à l'état pur plus ou moins. Et on met tout ça directement là, et donc on donne à manger aux plantes en fait, mais on donne plus à manger à toute cette faune, tous ces microbes, tous ces champignons, etc., qui assurent ce travail de redisponibiliser quand on apporte de la matière organique. Et donc, tant que on apporte des engrais chimiques, on pourrait dire que ça va, mais le jour où on n'en a plus, ou plus difficilement, où les prix augmentent à cause de la guerre en Ukraine, par exemple, ou ce genre de choses, eh bien, on peut avoir fini par épuiser en fait cette capacité des sols donc à redisponibiliser des nutriments. Donc, c'est-à-dire, on a arrêté d'entretenir cette faune, cette flore, ces microbes. Ça rend les sols stériles en quelque sorte. Voilà, souvent c'est ce qu'on dit. Bon, c'est un peu un raccourci, mais c'est quelque part un peu ça. Au-delà de ça, et je finis là-dessus aussi. Au-delà de ça, on a aussi le fait que cette matière organique qu'on apporte au sol, elle modifie un petit peu les propriétés du sol. Et en fait, certains composés, les bactéries, les insectes, etc., n'arrivent pas à les décomposer complètement, et ils finissent par faire quelque part partie de notre sol. Et ces composés-là, ils sont assez bons pour retenir les nutriments, donc éviter que à la première pluie, ils se retrouvent lessivés au fond du sol par l'eau, et à retenir l'eau aussi en surface, et donc à les rendre accessibles aux plantes. Et donc c'est un autre facteur de fertilité qui est important et qu'on perd si on n'utilise que des intrants chimiques, parce que du coup petit à petit la matière organique qui restait là, elle finit par être quand même dégradée et par disparaître de nos sols. Et en fait on a effectivement observé une grosse baisse du taux de la concentration de matière organique dans nos sols depuis voilà, des décennies. Et une dernière chose, ça a aussi des conséquences sur l'érosion, parce que donc justement cette matière organique, elle confère aussi une meilleure structure au sol, une meilleure capacité à voilà rester en place si on veut, à ne pas se dissoudre, en résumé. Et donc ça pose aussi ces problèmes-là si on s'appuie trop sur les intrants chimiques. Par ailleurs, il y a aussi toute une autre partie de la biodiversité qui est dans nos campagnes, ou qui est qui peut vivre dans des milieux agricoles, qui se retrouve mise en danger si on utilise trop de pesticides. Donc voilà, typiquement, on va penser aux pollinisateurs, les abeilles sauvages, ce genre de choses-là, ou d'autres auxiliaires des cultures qui peuvent aussi aider ou protéger nos cultures. Du coup, tu nous as parlé des conséquences sur les sols et un peu sur les pollinisateurs, etc. Est-ce qu'il y aurait d'autres conséquences, par exemple sur la santé publique? Donc voilà, ça c'est aussi un des autres gros points de focale et d'attention qu'on met sur les pesticides, c'est le côté santé publique. Alors, ce qui est certain, c'est que ces pesticides, ils sont pas anodins à utiliser. Donc, pour les agriculteurs, ça, voilà, il faut prendre tout un tas de mesures de précaution pour s'en protéger, parce que c'est des produits qui sont la plupart du temps toxiques, enfin, que ce soit le principe actif ou les solvants, ou bref. Donc ça cause des cancers et d'autres maladies chez les agriculteurs, surtout s'ils se protègent pas de la bonne manière. Pour les populations ou les gens qui sont dans les environs, ça a aussi été montré, alors, je ne pourrais pas vous citer les études de tête, mais il y a eu plusieurs exemples de cas voilà, où on a pu mettre en évidence que ça pouvait poser des problèmes de santé. Et après, sur plutôt les consommateurs,
Là, c'est une littérature que je maîtrise un petit peu moins. Il me semble qu'il y a des indices qui pointent vers des effets possibles, mais que c'est quand même moins facile à mettre en évidence parce qu'il y a toute une série de facteurs confondants aussi. Donc, voilà, là, je préfère pas trop m'avancer. On a parlé ici de tout ce qui concerne l'agriculture intensive traditionnelle. Maintenant, on va parler un petit peu de tout ce qui concerne les agricultures alternatives. Donc, on entend parler d'agriculture biologique, de permaculture. Est-ce que tu peux nous expliquer, dans un premier temps, quels sont les avantages et les inconvénients pour tout ce qui concerne l'agriculture biologique? Ouais, en effet, j'allais commencer par essayer de définir un peu l'agriculture biologique. Donc, en fait, l'agriculture biologique, c'est simplement répondre à un cahier des charges qui, en Europe, est assez bien défini et dont les grandes lignes, c'est pas d'engrais de synthèse, pas de pesticides de synthèse non plus. Donc, il y a certains pesticides biologiques qui sont autorisés. Euh, pour faire la distinction, en fait, peut-être pesticides de synthèse, donc ce sera vraiment des produits qui seront synthétisés en usine, quoi, on va dire. Et des pesticides qu'on appelle ouais, parfois biocides aussi, donc, qui sont autorisés en agriculture biologique. Ils doivent quand même passer des règles d'homologation, etc. Mais ça va être des extraits de plantes ou ce genre de choses, où il y a aussi un exemple, c'est une bactérie qui s'attaque à certains insectes, ou voilà, ça va être des choses comme ça. Le bio, c'est en gros pas d'engrais chimiques et pas de pesticides de synthèse, et pas d'OGM aussi. Et il y a aussi, bon voilà, pour l'élevage, certaines normes un peu plus en faveur du bien-être animal, ce genre de choses. Mais principalement, c'est ça. Et donc derrière, on peut avoir vraiment toute une panoplie de pratiques qui répondent aux conditions de l'agriculture biologique. Euh, du coup, voilà, juste parler d'agriculture biologique, ça a ses limites en soi. Euh, Ce qu'on sait en général, c'est que l'agriculture biologique, pour l'instant en tout cas, elle donne des rendements inférieurs à l'agriculture conventionnelle. Donc ça, c'est un de ses inconvénients. Euh, Au niveau des avantages, c'est assez bien établi que bah, justement au niveau vie du sol, ce genre de choses, biodiversité, ça a des effets positifs. Et donc voilà, ça répond selon les pratiques plus ou moins bien aux problématiques dont je parlais juste avant. Bon voilà, pour peut-être un petit peu balancer ou nuancer ces histoires de rendement, euh, il y a plusieurs choses. Donc pourquoi est-ce qu'on a des moins bons rendements en agriculture biologique? Là, la littérature dit qu'en moyenne, euh, au niveau de tout ce qui est peste, on va dire, donc c'est-à-dire voilà, les maladies des plantes, voilà, les ravageurs ou les mauvaises herbes, euh, finalement, au niveau des maladies des plantes ou des ravageurs, en moyenne, l'agriculture biologique s'en sort pas plus mal qu'en conventionnel. Il peut y avoir des raisons diverses. Parmi elles, il y a certaines maladies qui, en fait, ou ravageurs qui se développent plus facilement dans des conditions, enfin dans des champs où on a vraiment boosté les plantes aux engrais chimiques, etc. Et donc, ça peut avoir des effets sur l'attractivité de la culture ou voilà, certaines caractéristiques physiologiques des plantes qui font que ça se développe mieux dans un cas que dans l'autre. Donc, bref. En général, on constate que ça, c'est pas trop un problème. Le problème, ça va être plus les mauvaises herbes. Encore une fois, hein, ça dépend d'une culture à l'autre, etc. Mais en moyenne. Et puis, c'est cette question de la disponibilité en nutriments, où bah, c'est plus facile de pouvoir mettre vraiment l'engrais, enfin le nutriment pur quand on veut, à certains moments, etc. Et donc, après, une autre nuance qu'il faut quand même apporter, c'est que on a construit énormément de recherches, accumulé beaucoup de connaissances, enfin, établi tout un système euh, basé sur l'agriculture conventionnelle,
parce que voilà, à une certaine époque, ça fonctionnait bien et on s'est dit, bon bah allez, on va à plein pot là-dedans. Et effectivement, hein, ça a permis de beaucoup augmenter les rendements et de répondre à des problèmes de cette époque. Mais donc du coup, il y a plein de choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne sait pas encore faire ou comment bien faire en agriculture biologique. Donc il y a aussi tout un potentiel encore d'amélioration des performances, en tout cas d'un point de vue rendement, et même environnemental, etc., de pratiques dites d'agriculture biologique. Euh, donc voilà pour un petit peu donner une réponse assez large sur le bio. Mais donc pour illustrer un petit peu ce que je disais sur voilà, le fait que le système a été un petit peu taillé pour le conventionnel. Euh, voilà, quand je dis ça, c'est pas d'un point de vue complotiste, hein, c'est plus le fait que les normes, les réglementations, etc., ont été construites du point de vue que voilà, on allait vers là, et donc on réglemente dans ce sens-là. Et donc, par exemple, moi, mon sujet de recherche, c'est tout ce qui touche à la sélection variétale, en particulier pour le blé. Et pour le blé en Europe, euh, enfin donc dans l'Union européenne, on a des régulations, enfin pour le blé, pas pour le blé, pour les semences, pour les variétés, on a des régulations européennes qui sont assez strictes, qui imposent du coup, pour pouvoir commercialiser des semences et les mettre sur le marché, et donc pour que des agriculteurs puissent les acheter et les cultiver, il faut passer tout un tas de tests pour être inscrit au catalogue officiel. Euh, c'est des tests qui, bon, déjà coûtent cher à réaliser, etc., mais qui sont, ou en tout cas, en ce moment, ça, c'est en train d'évoluer un petit peu, mais qui, jusqu'à très récemment, étaient vraiment, en fait, réalisés dans des conditions d'agriculture conventionnelle. Ce qui fait que, du coup, ça pouvait poser un problème dans la mesure où, pour l'agriculture biologique, on n'a pas besoin forcément des mêmes choses qu'en agriculture conventionnelle, au point de vue du coup des caractéristiques des plantes. Et donc, si on évalue les variétés dans le conventionnel, euh, eh ben on n'atteint pas forcément ce dont on a besoin pour le bio. Et donc là, on avait par exemple voilà, un verrouillage réglementaire qui freinait le développement de variétés qui soient adaptées et qui s'en sortent bien, qui puissent bien performer en agriculture biologique. Pour être sûr d'avoir bien compris, Ouais. en fait, les tests sont réalisés dans une optique conventionnelle, ce qui fait que ça bloque un peu l'agriculture biologique parce que enfin, leurs spécificités sont pas prises en compte. En gros, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'au moment où on teste pour dire on peut t'inscrire au catalogue ou pas, on fait les tests enfin, dans des conditions et pour le conventionnel. Donc là, on vient de parler de ce que c'est l'agriculture biologique, les avantages, les inconvénients. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il en est pour la permaculture, qui, je pense, est un système d'agriculture qui est moins connu que l'agriculture biologique? Alors, la permaculture, en fait, c'est un système ou un ensemble de pratiques, ou plutôt un peu genre une philosophie d'approche de l'agriculture qui est apparue, donc, je crois que c'était dans les années 80 ou fin 70, quelque chose comme ça. Enfin bref, en tout cas, c'est des Australiens qui ont réfléchi à ça. Mais moi, je vais peut-être pas trop vous parler de permaculture en elle-même. Ouais, la permaculture, ça fait du bruit, enfin, ça fait du bruit. Comme tu as dit, moins que l'agriculture bio, mais ça parle, je pense, un peu plus au grand public, etc. Euh, mais d'un point de vue scientifique, on préfère en général parler d'agroécologie, qui est du coup finalement une... Donc l'agroécologie, comment on définit ça? Ça peut se définir à la fois comme une science, un ensemble de pratiques et même un mouvement politique parfois. Euh, mais ça, voilà, ça s'ancre, enfin c'est aussi une science. La permaculture, c'est quelque chose d'un petit peu plus flou quelque part. Et donc, comme les deux se rejoignent assez fort, moi je préfère parler de l'agroécologie qui est vraiment mon domaine à moi. Euh, Comme ça, voilà, je donnerai des définitions un peu plus claires. Donc l'agroécologie, et donc dont la permaculture est assez proche sur ces plans-là, elle vise en fait à mieux comprendre les mécanismes écologiques qui se passent
les agroécosystèmes, donc les écosystèmes agricoles influencés par l'humain. Et donc, à travers donc, quand je dis interaction écologique, c'est interaction entre les plantes, entre les plantes et les animaux, entre les plantes et de la culture et les mauvaises herbes, entre voilà, les microbes du sol, etc., etc. Et en fait, quelque part, d'utiliser ces connaissances pour développer des pratiques qui fonctionnent bien avec les mécanismes écologiques. Donc, typiquement, un bon exemple, c'est la culture associée. Donc, c'est-à-dire, on va mettre ensemble, euh, par exemple, du blé et du pois. Et le pois, c'est une légumineuse, donc c'est une famille de plantes qui est capable de fixer l'azote qui est dans l'air qu'on respire. Donc azote qui est aussi un des nutriments, enfin presque le plus essentiel aux plantes. Et donc elle peut faire, donc, les légumineuses, elles peuvent faire des symbioses avec une bactérie qui est capable de fixer cet azote et donc d'aller voilà, le prendre dans l'air et de finalement fournir, si on veut, un engrais gratuit plus ou moins euh, à la culture. Euh, et le blé, lui, par contre, il est plutôt, c'est plutôt une culture qui est assez compétitive face aux mauvaises herbes, et donc il va être efficace sur ce plan-là. Et en plus de ça, ces deux plantes qui n'utilisent pas tout à fait les mêmes ressources au même moment, elles vont moins se gêner entre elles. Et donc au final, entre le fait d'avoir une parcelle de culture où on a du blé et du pois mélangés, ou avoir côte à côte deux parcelles de la même surface, mais avec que du pois et que du blé, on va produire plus dans celle où c'est mélangé. Parce que il y a de la complémentarité, enfin, quelque part de l'entraide, ou en tout cas moins se gêner, etc. Donc ça peut être un exemple où, ben voilà, là on se base sur ces mécanismes, enfin une compréhension de ces mécanismes écologiques de compétition, de complémentarité, de différenciation de niches écologiques. Donc les niches, c'est en fait, si on veut, l'espace ou l'ensemble de ressources qu'une plante ou qu'une espèce va utiliser. Et donc si elles sont pas tout à fait, si deux plantes ou deux espèces n'utilisent pas tout à fait les mêmes ressources, ben, ça va mieux se passer. Euh, donc voilà, ça c'est un exemple. Par opposition, où l'agriculture conventionnelle elle va plutôt fonctionner, bon, c'est un peu caricatural, mais en gros c'est ça. Ça va être plus voilà, problème-solution. Donc il y a un problème, une maladie, on apporte un pesticide ou quelque chose comme ça pour résoudre le problème. Et on réfléchit pas quelque part finalement un peu à en amont empêcher que le problème survienne en, voilà, en mélangeant des plantes ou en plantant des haies ou j'en sais rien. Donc voilà en gros enfin, ce que c'est et comment ça fonctionne. Et donc finalement, à mon sens, l'avantage par rapport à juste le cahier des charges de l'agriculture biologique, c'est qu'en agriculture biologique, on tend à, de manière standard, ce qu'on a surtout tendu à faire en Europe, c'est peut-être d'ailleurs partout dans le monde, je pense au moins dans les pays dits développés, on a eu tendance à finalement réappliquer les recettes de l'agriculture conventionnelle et juste les traduire en bio. Donc du coup, on remplace les pesticides de synthèse par des pesticides bio, ou les engrais, etc. Mais on remet pas vraiment en question d'autres pratiques et on réfléchit pas tellement à d'autres façons de faire. Et donc voilà, ça c'est un des intérêts principaux de l'agroécologie ou la permaculture si on veut, c'est d'aller plus loin finalement pour essayer de repenser les systèmes de pratiques agricoles voilà, pour que ça fonctionne mieux dans ces conditions-là en fait. Et est-ce qu'il y a des inconvénients? Bah, les inconvénients, c'est que bah, déjà, dans un point de vue recherche, c'est du boulot, parce que voilà, on peut moins facilement se réduire à des expériences très contrôlées. Il faut tenir compte bah, voilà, de tout un tas d'interactions différentes, de niveaux, de, enfin, de multitudes de facteurs qui peuvent interagir, et donc on doit aussi un peu plus en fait aussi
s'adapter aux différents environnements, différentes conditions, là où en agriculture conventionnelle, on a plus tendance à finalement facilement lisser euh, les différences en complémentant avec des engrais, etc. Donc, c'est un challenge de faire de la recherche là-dessus et du coup, développer des pratiques qui marchent. Il y a de l'essai-erreur, et ce genre de choses. Et, et après, il y a tout le problème aussi de la conversion euh, pour les agriculteurs, la transition, etc. Mais ça, je crois on y reviendra un peu plus loin. Et puis après, il y a les mêmes problèmes que pour l'agriculture biologique. Donc, probablement, on n'arrivera pas à des niveaux de rendement aussi élevés qu'en agriculture conventionnelle. Euh, Enfin, en tout cas, des niveaux de rendement maximum, quoi. Après, peut-être que c'est des pratiques qui sont plus faciles à implémenter dans des régions du monde où l'agriculture conventionnelle n'a pas encore finalement réussi à s'implémenter, où ça n'a pas été accessible aux agriculteurs parce que le prix des intrants, de la mécanisation, etc. etc. Donc voilà, ça ne veut pas dire que forcément un monde en agroécologie produira moins que le monde actuel, mais on n'arrivera pas à des niveaux maximum du niveau de l'agriculture conventionnelle, quoi. Ok, donc là on vient de parler de deux modèles d'agriculture alternative. Déjà, est-ce qu'il en existe d'autres et quel type d'agriculture est-ce qu'on pourrait favoriser pour conserver un certain rendement au niveau de la production tout en respectant l'environnement, les producteurs, les consommateurs, etc. Est-ce qu'il faudrait partir sur une agriculture de proximité, une agriculture biologique, une agriculture agroécologique ou un autre système, ou alors est-ce que c'est vraiment dépendant de chaque producteur, de chaque milieu, enfin, ouais. Donc, donc déjà, oui, est-ce qu'il existe d'autres agricultures? Bon, il y a d'autres chemins qui sont explorés, on va dire, au niveau de la recherche, etc. Par exemple, il y a tout ce qui est agriculture de conservation des sols, donc qui vont plutôt pas forcément exclure tout ce qui est engrais chimiques, etc., mais qui vont par contre quand même mettre un focus sur éviter de trop perturber le sol, donc par exemple en évitant de labourer, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, qui a aussi ses avantages et ses inconvénients. Il peut y avoir il y a l'agriculture de précision, où là c'est plutôt de l'agriculture conventionnelle boostée à la technologie, où là du coup l'idée ça va être plutôt d'utiliser tous ces intrants. Donc quand je dis intrants, c'est pesticides et engrais. Donc ce qu'on amène en fait au système. Donc de raisonner l'utilisation de ces intrants-là avec des drones. On va cartographier les endroits de la parcelle qui ont besoin de plus ou de moins de ça, ou quels endroits sont malades, et ainsi de suite. Euh, donc voilà, ça c'est une autre option. Et puis bon, il y a toute une myriade d'autres possibilités. Et en fait, il y a tout un spectre aussi. Donc quand je parle d'agroécologie, c'est pas vraiment une seule recette à appliquer partout. En fait, voilà, il y a tout un spectre de pratiques, mais voilà, qui s'inscrivent dans la logique que j'ai décrite précédemment. Et en fait, on peut avoir une agriculture conventionnelle qui est en partie imprégnée d'agroécologie. D'ailleurs, enfin, voilà, on pourrait dire que ça existe déjà à différentes échelles, dans toutes les fermes presque, peut-être. Euh, mais donc par là, je veux dire, voilà, il y a tout un spectre de possibilités, et je peux pas dire il y a une recette à mettre partout. Et d'autre part, comme tu le disais, en fait, d'une ferme à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, pour tout un tas de raisons, on va pas avoir enfin, c'est pas les mêmes pratiques qui vont être souhaitables ou plus efficaces ou préférables. Ça va dépendre de l'agriculteur, de sa terre, je sais pas, des liens qu'il a avec le boulanger du coin, etc. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui influencent tout ça. Mais bon, vous l'aurez compris, moi, mon truc, c'est plutôt l'agroécologie. Je travaille au laboratoire d'agroécologie, je fais de la recherche là-dedans. Donc, voilà, moi, je crois qu'il y a, en tout cas, que ça mérite
d'être développé, que la recherche se poursuive là-dessus et qu'il y a des choses à faire. Après, peut-être que la solution miracle, ce sera de faire quelque chose d'un peu intermédiaire, d'avoir un peu de tout. Voilà. Ça, je peux pas dire. Mais moi, ma position, mon opinion personnelle, enfin, mon souhait, c'est plutôt d'aller vers l'agroécologie. Comme tu as parlé des technologies et un peu de l'intelligence artificielle et qu'ils viennent de plus en plus dans le monde actuel, est-ce que ils jouent un rôle dans l'agroécologie ou ils pourraient jouer un rôle Oui, bah c'est des débats compliqués. Bah, je pense que globalement, la plupart des défenseurs ou promoteurs de l'agroécologie sont plutôt réfractaires à ça. Une partie de la raison, c'est aussi le coût finalement qu'il y a derrière tous ces outils-là. Le coût, bah, déjà juste financier, donc pour les agriculteurs, c'est pas nécessairement hyper accessible. Le coût environnemental aussi, donc c'est aussi des métaux rares, etc. derrière tout ça. Et, euh, et voilà, et la question est-ce qu'on va vraiment résoudre tout via ça? Après, moi personnellement, voilà, pourquoi pas, si ça peut aider dans certaines applications, pour la recherche en tout cas certainement, voilà, je suis pas, enfin, je pense qu'il faut pas être entièrement technophobe non plus, il faut juste voilà, rester critique pour les bonnes raisons, et on en a. Mais voilà, après, l'avenir nous dira est-ce qu'il y a des applications où ce sera pertinent ou pas. Je peux pas en dire plus. Donc maintenant, on va passer aux politiques agricoles. Alors si des agriculteurs veulent faire une transition vers l'agriculture plus respectueuse de l'environnement, donc par exemple l'agriculture biologique ou l'agroécologie, quelles sont les difficultés auxquelles ils font face? Bon, il y a tout un panel de difficultés et je peux en citer quelques-unes et peut-être que j'en oublierai d'autres et que voilà, je vais pas le dire par ordre d'importance parce que je sais pas en fait qu'est-ce qui est la raison majeure de la difficulté majeure. Euh, bon, il peut y avoir déjà des difficultés plutôt financières, donc il y a enfin, on a un système avec la PAC, etc., qui tend plutôt à, à une course à l'agrandissement pour les agriculteurs. Donc il faut voilà, toujours grandir, devenir plus gros, investir dans une plus grosse étale avec un robot de traite, etc. C'est des investissements voilà, très conséquents. Et donc si on s'est endetté de centaines de milliers d'euros voilà, pour s'équiper de ce genre d'équipement, bah déjà on va pas du jour au lendemain se dire bon bah en fait non. Euh, et donc il y a ce côté-là. Et puis il y a aussi, en général, quand même, la période de transition, ça peut être une prise de risque. Il y a un petit temps aussi pour que bah, à la fois l'agriculteur s'accommode à ces nouvelles pratiques qu'il ne connaît pas forcément. Enfin l'agriculteur ou l'agricultrice d'ailleurs, je dis tout le temps l'agriculteur. Donc s'accommoder à ces nouvelles pratiques. Les terres aussi, bon, s'il y a justement ces problèmes de matière organique, etc., il faut le temps aussi que en quelque sorte, que ça se régénère un petit peu. Donc voilà, il y a souvent aussi une perte de, de rentrée, enfin voilà, une diminution des rentrées économiques qui suit directement la transition, puis après ça se rétablit. Donc il y a tout cet aspect. Puis après, il y a des aspects plus d'ordre de verrouillage cognitif ou aussi de formation. Donc en fait, les formations agricoles, euh, donc voilà, en haute école, etc., elles sont quand même toujours aujourd'hui assez dirigées vers l'agriculture conventionnelle. Voilà, le bio ou voire l'agroécologie fait son incursion un peu progressivement, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc, quand on est paysan, agriculteur, agricultrice, on n'a pas forcément toutes les clés pour mener une transition. Donc, il faut l'accès à de l'information, à la formation, à de l'accompagnement.
il y a ce côté-là, et puis peut y avoir aussi tout un, ouais, tout un côté plus, voilà, comme je disais, cognitif de, bah voilà, mes parents faisaient ça avant, moi j'ai toujours fait ça, mes voisins font ça. Il peut y avoir la pression sociale aussi de, en fait, si je suis le seul du voisinage qui se convertit, je vais peut-être être un peu vu comme le traître. Enfin, au niveau des syndicats agricoles aussi, ça peut poser des problèmes. Enfin, je sais pas si ça peut poser des problèmes, mais en tout cas, ça peut être une crainte. Enfin bon, voilà, c'est déjà pas mal peut-être. Et du coup, quelles mesures devraient être prises pour une réelle transition vers l'agriculture? Bon, voilà, ça c'est une question large et compliquée. Et je sais pas si j'ai la réponse. En tout cas, plus de financement pour la recherche, ça serait pas de mal, mais bon, je prêche un peu pour ma paroisse. Euh, mais bon, voilà, je pense qu'il y a tout un enjeu autour de la formation aussi. Et, je pense de soutien aussi à des petites initiatives ou coopératives qui se lancent ou ce genre de choses. Donc, c'est peut-être plus de l'ordre du développement rural, mais voilà, il y a des agriculteurs ou des groupements qui essayent de lancer des choses et qui ont besoin de soutien parce que ben, c'est pas facile de s'organiser, enfin, voilà, ça demande des moyens humains, économiques, etc. Et donc plus de soutien à ce niveau-là, ce serait bien. Il y a une idée un peu tenace qui est peut-être vraie, selon laquelle le prix des aliments qui sont issus de l'agriculture biologique ou de modèles respectueux de l'environnement, ces prix-là sont en moyenne plus élevés que celui des denrées qui sont issues de la grande distribution intensive. Et ça a tendance à rebuter les consommateurs et les consommatrices qui, malheureusement, sont de plus en plus précarisés. Est-ce qu'il y aurait un moyen pour que tout le monde puisse consommer de manière éthique ou éco-responsable, ou les deux dans un monde idéal? Bon, là encore, on sort un petit peu de mon domaine de compétences, mais je peux donner quelques pistes. Bon, le premier truc qui me vient à l'esprit, mais que j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup creuser, mais dont j'ai entendu parler, notamment via Asbin, chez nous à l'ULB, c'est cette idée d'une sécurité sociale de l'alimentation, où donc, si je décris ça bien en quelques mots, hein, je vais essayer, c'est voilà, de la même manière qu'on a nos soins remboursés pour la santé, ou qu'on cotise pour la retraite ou pour le chômage, on pourrait aussi cotiser pour donc une sécurité sociale de l'alimentation qui serait du coup un certain montant versé à tout le monde, mais qui serait fléché vers l'alimentation. Qu'on pourrait même éventuellement peut-être flécher encore plus spécifiquement vers certains types de production, etc. Et donc, bon, peut-être, il y a sans doute peut-être des critiques à faire ou des effets pervers qui pourraient découler de ça, mais en tout cas, l'idée, ce serait de rajouter allez, enfin, en tout cas, garantir à tout le monde, bon, non seulement un accès à l'alimentation, mais du coup, si le montant de cette sécurité sociale est suffisamment élevé, un accès à une bonne alimentation. Euh, et donc voilà, ce serait un choix politique à faire. Euh, bon, après, plus généralement, on peut rêver d'augmentation des salaires ou de répartition de la richesse un peu plus équitable dans nos sociétés. Mais, euh, mais voilà, donc ça c'est pas. Allez, je peux pas vous dire en 2 secondes comment le faire parce que sinon, je pense que ça aurait été déjà fait depuis longtemps. Enfin, je veux dire, pas dans le sens où on peut pas le faire, hein, mais dans le sens où voilà, il y a tout un chemin politique pour y arriver. Voilà. Ok, donc dernière question pour conclure, question un petit peu plus pratique. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, notamment aux étudiants et aux étudiantes, quand on n'a pas trop de moyens financiers, pas non plus beaucoup de temps et qu'on est assez éloigné géographiquement des producteurs et des productrices comme ici à Bruxelles? Est-ce que tu aurais des conseils pour consommer de manière plus responsable dans ce genre de situation? Mais le premier truc qui me viendrait à l'esprit, c'est, si c'est pas déjà le cas,
tendre vers un régime plus végétarien, parce que les produits d'origine d'animal souvent coûtent quand même plus cher, et puis bon, bah, donc déjà, sur le plan économique, normalement c'est assez accessible, et donc, et sur le plan responsable, ben voilà, sur le plan environnemental, c'est clair qu'il y a, enfin, il y a pas photo. Là, pour le coup, au niveau CO2, par exemple, si on prend le CO2, il y a pas, enfin, il y a plusieurs études qui ont montré qu'un régime végétarien, ça diminue vraiment drastiquement les émissions de CO2 par personne. Donc, par exemple, pour ce côté-là, c'est mieux. Bon, et après, il y a toute la thématique du bien-être animal. Et de toute façon, si on veut nourrir la planète dans 50 ans ou même moins, il faudra consommer moins de viande. Donc, voilà. Donc, il y a ce côté-là. Ensuite, un autre exemple auquel je pense, c'est les gazapes. Euh, donc bon, ça peut dépendre, je suis pas non plus au fait des prix partout, mais donc les gazapes, c'est des groupes d'achat solidaires de l'agriculture paysanne. Et donc en fait, c'est un système de paniers de légumes. Donc ça, je pense que beaucoup de gens ont déjà dû entendre parler de ça, mais autogéré en quelque sorte. Donc c'est-à-dire, c'est un groupe de mangeurs et de mangeuses qui sont en lien avec un producteur ou une productrice. Et, euh, et donc c'est un lien direct, donc sans intermédiaire. Et donc c'est un système où en fait, toutes les semaines ou 2 semaines, le producteur va livrer des légumes au groupe, et dans le groupe, les gens, donc, voilà, c'est des gens comme n'importe qui, hein, vous et moi, se relaient de semaine en semaine pour assurer une permanence, donc réceptionner les légumes, les distribuer entre des paniers, et ensuite attendre le temps que chacun vienne chercher son petit panier de légumes. Donc ça supprime les intermédiaires, c'est généralement donc enfin même, je crois systématiquement dans le réseau des GAZAP, c'est les agriculteurs doivent être en agriculture biologique. Euh, donc voilà, il y a ce côté-là environnementalement, c'est local de saison, etc. Donc voilà, c'est pas plus mal. Et, euh, voilà, pour le côté prix, en principe, euh, l'idée c'est aussi d'assurer quand même un revenu juste aux producteurs. Donc c'est pas forcément le rat des pâquerettes, quoi, niveau prix, mais comme on supprime les intermédiaires, et que il y a quand même une visée à rendre l'alimentation saine, accessible à tous, en général les prix sont quand même raisonnables. Mais bon, après voilà, faudrait que je fasse le calcul exact, mais pour donner moi mon expérience, euh, j'étais donc quand je vivais avant en colocation, je prenais un demi-panier, c'était 70 euros, pas 70 euros, c'est 70 euros, c'est sur une période, donc il faut payer un abonnement pour je sais plus, 3 mois. Mais donc c'était 12 euros le panier qui me tenait en légumes frais pour 2 semaines. Euh, bon après, je sors de temps en temps, etc., donc je mangeais pas tous les jours à la maison, mais et derrière il faut quand même encore acheter des pâtes, du pain, des œufs, etc. Mais franchement, ça peut être une alternative raisonnable. Donc voilà, et après, par exemple, ouais, ça c'est plus une question de temps. Il y a certains produits où les faire soi-même, ça peut permettre parfois d'économiser. Donc je pense par exemple au pain. Si on veut un bon pain local, de farine bio, artisanale par son boulanger, etc., ça coûte vite vraiment très cher. Et bon, bah là, par exemple, si on a le temps de faire son pain soi-même, euh, ce que je fais d'ailleurs malheureusement pas, hein, mais ça peut redevenir économiquement plus abordable. Euh, voilà, donc ça c'est deux, trois idées comme ça, mais C'est ouais. intéressant d'avoir des options concrètes, quoi. Parce que Parce qu'il y a aussi la question du gaspillage alimentaire derrière. Sur cette histoire des gazapes aussi, l'avantage en quelque sorte, c'est que enfin, moi j'avais plusieurs connaissances qui vivaient en coloc et donc se partageaient le panier à plusieurs, quoi. Et donc on va peut-être pas tout acheter, tout passer par le panier, même si éventuellement il y a un petit surcoût, c'est partagé entre les colocs, et donc ça peut être une manière de faire un petit geste à la fois
socialement et écologiquement responsable, mais de pas s'engager à fond tout seul, quoi, d'un point de vue financier. Merci beaucoup pour toutes Ouais. ces informations. Avec plaisir, merci de m'avoir invité.